Elle est beaucoup plus sensuelle que ça, je vous le dis. Pour la reprise de Mademoiselle Julie de Strindberg sur les planches. Eh bien, c'est dans quelques instants. Nous venons d'entendre les 4 pop de 17h. Il est 17h sur France Inter. C'est Laetitia Gaillet, je crois, qui nous fait les infos. C'est exact. Honteux, c'était le mot du jour pour les salariés de Conforama. 7 magasins ont été affectés aujourd'hui par la grève lancée par l'intersyndicale. Les salariés dénoncent les conditions du plan de sauvegarde de l'emploi qui ont été présentés hier. Un forfait de 1 000 € pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté, 2 000 pour ceux entre 10 et 20 ans, 2 500 au-delà. Stéphane Brugnon, le délégué CFE-CGC au magasin Amiral de Conforama à Pont-Neuf à Paris, n'a pas dit le mot honteux. Mais franchement, on n'en est pas loin. On vous annonce comme ça, entre deux, avant d'aller manger, qu'effectivement, les indemnités supralégales sont à la hauteur de 2 500 € pour des gens qui ont plus de 20 ans d'ancienneté comme nous. Donc c'est un vrai scandale. Ici, les gens sont mobilisés. On espère que les autres collègues vont nous suivre. On sait qu'il y a d'autres mouvements qui vont avoir lieu sur les magasins de Saint-Ouen, de Vitry, de Lers, Saint-Dié, Grenoble également. Beaucoup de magasins vont bouger. Fleury-Mérogis c'était également en débrayage hier. Mais la situation ne peut plus durer. Là, que les créanciers veulent se gaver, c'est une chose. Mais sur le dos des salariés, il y a quand même des limites. Au bout d'un moment, il va falloir que Conforama reconnaisse le préjudice et permette à nous, salariés, de partir dignement de l'entreprise, qui pour l'instant n'est pas le cas du tout. Un des propos recueillis par Maxime Dex. Comme pour Conforama, le plan de sauvegarde de l'emploi chez General Electric, les salariés n'en veulent pas non plus. Plusieurs députés d'opposition de droite et des gauches ont demandé aujourd'hui au gouvernement de le suspendre pour les sites de General Electric dans le territoire de Belfort. L'usine est bloquée depuis plus d'une semaine. Une manifestation de soutien aux salariés est prévue samedi là-bas. Chez Michelin, c'est de fermeture dont il est question à La Roche-sur-Yon. Une promesse, à défaut de rassurer les salariés. Le patron de Michelin France assure aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'autres fermetures d'usines en France, Michelin, dans les 3 à 5 ans. Quelle mobilisation pour la journée du 5 décembre prochain contre la réforme des retraites. Du côté des syndicats, elle fera le plein. CGT, FO, la FSU, Solidaire et les organisations de jeunes appellent aujourd'hui à une première journée de grève interprofessionnelle. Secteur par secteur, on sait déjà que l'ensemble des syndicats de la RATP appellent à la grève. Nous saurons dans 7 à 8 heures à quel moment le Brexit pourra avoir lieu. Donald Tusk, le président du Conseil européen, l'affirme aujourd'hui. Les bases d'un accord sont prêtes et elles pourraient donc se concrétiser dans les prochaines heures, mais on n'y est pas encore. Dans tous les cas, si un accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est trouvé, cela signifiera que le Brexit à proprement parler, eh bien, il faudra qu'il soit encore adopté par les 27 membres de l'Union et par les députés britanniques. La voix de Pékin n'a définitivement plus de bonne presse à Hong Kong. À défaut d'une rentrée parlementaire calme, Carrie Lam n'imaginait sûrement pas aujourd'hui les scènes qui s'y sont passées. Des parlementaires l'ont huée. La chef de l'exécutif de Hong Kong, qui venait présenter des mesures censées mettre un terme à la contestation, eh bien, a été obligée d'arrêter son discours. Le récit de Dominique André. À peine a-t-on vu sur son visage une trace d'émotion dans le chaos de cette matinée, mais très rapidement, Carrie Lam reprenait le dessus, très ferme, dans son discours retransmis par vidéoconférence, faute de pouvoir prendre la parole devant les élus. Aucune action revendiquant l'indépendance de Hong Kong et menaçant la souveraineté, la sécurité ou les intérêts économiques du pays ne sera tolérée. Malgré cette période troublée, je suis fermement convaincue que grâce à la politique de un pays, deux systèmes, Hong Kong sera capable de surmonter cette tempête et d'aller de l'avant. Carrie Lam redoutait cette journée de rentrée parlementaire, mais devait présenter sa nouvelle politique sociale et économique, notamment en matière d'immobilier, pour calmer la crise. Carrie Lam compte beaucoup sur ces mesures qui n'ont pas convaincu le Front civil des droits de l'homme à l'origine de la manifestation monstre de juin dernier. Le Front civil a demandé l'autorisation de manifester dimanche et réclame toujours la démission de Carrie Lam. L'épreuve de force n'est pas finie. Les scènes chaotiques dans le Parlement ce matin sont sans précédent. Hong Kong, Dominique André, France Inter. Et du côté du mouvement pro-démocratie, un des leaders de la contestation a été violemment agressé aujourd'hui à coups de marteau par des inconnus. 337 personnes arrêtées dans 38 pays. Le démantèlement aujourd'hui d'une ampleur sans précédent d'un site qui faisait un commerce de vidéos d'abus sexuels sur enfants. C'est ce que rapportent ce soir les autorités britanniques et américaines. Alerte aux navires de pêche qui vident les mers. Des ONG britanniques et françaises dénoncent aujourd'hui le cas de 2 chalutiers géants repérés dans la Manche au large de Cherbourg. Un Hollandais et un Allemand. Ils sont immenses. Ils pêchent jusqu'à 2
250 tonnes de poissons par jour. C'est beaucoup trop et ça met en péril la biodiversité. Léa Dubost. Ce n'est pas la première fois que ces imposants navires de pêche industriels s'approchent des côtes manchoises, mais leur venue est de moins en moins acceptée par les pêcheurs locaux. Dimitri Rogov, président du comité régional des pêches. Il y a beaucoup de contraintes qui sont présentes sur le littoral pour les pêcheurs riverains, les pêcheurs côtiers de la Manche. Et voir ces bateaux-là arriver de nulle part, ces bateaux-là qui circulent dans le monde entier, ce n'est plus acceptable, quoi. On pense là qu'ils ciblent du maquereau et pour nos pêcheurs, par exemple, le quota de maquereau est atteint et donc le maquereau, la pêche au maquereau est fermée. Et on voit ces industriels, là, ces bateaux industriels qui arrivent et qui travaillent, on nous dit 250 tonnes par jour de poissons. C'est plus admis par la profession. Ces chalutiers géants pêchent en grande quantité et proposent ainsi des poissons à des prix défiant toute concurrence. Quentin Horner, président de l'association manchoise Ambassade des Océans. Un chalutier par jour extrait des océans l'équivalent de 5 bateaux par an et donc met hors compétition économique tous les petits pêcheurs. Cette pêche industrielle a donc un impact sur l'économie mais aussi sur la biodiversité. 80% de ce qu'ils prennent est susceptible d'être rejeté dans les océans. Ça peut être des dauphins, ça peut être des petites baleines, des phoques, ce qui fait que, quelle que soit leur prise, il y a des dommages collatéraux qui sont considérables sur l'environnement marin. Ces chalutiers ont d'ailleurs été visés de nombreuses fois par des ONG qui les accusent de décimer les fonds marins. Léa Dubost, la moitié de la péniche qui était à la dérive au large de l'île d'Ouessant est arrivée à Brest cet après-midi. Elle a été tractée par un remorqueur d'assistance français après l'alerte d'un porte-container. Un remorqueur qui tractait la péniche ne s'était pas rendu compte qu'elle s'était brisée en deux. 17h06 sur Inter. À découvrir sur franceinter.fr. Blockbuster, l'émission geek sur la culture qui cartonne, revient en podcast. Pour la première, on se passionne pour Watchmen d'Alan Moore. À quelques jours du début de la série sur OCS, vous saurez tout de l'univers inspiré des BD de DC Comics dans lequel les super-héros sont interdits. Jamais de compromis, pas même devant l'apocalypse. Blockbuster, en podcast et seulement en podcast, via le site et l'appli de France Inter. Bonjour, je viens vous voir pour une formation accélérée de maçon. Alors non, vous êtes dans une concession Toyota, là, monsieur. Par contre, si vous achetez un Toyota Hilux, vous repartez immédiatement avec. Oui, c'est pour ça. J'ai pris un chantier qui démarre demain. Ah oui. C'est le moment de changer de métier. Pendant les journées plus utilitaires Toyota, repartez directement au volant de votre Hilux Extra Cabine Légende à partir de 179 € hors taxe par mois, sans condition de reprise et maintenance incluse. Toyota Business Plus, grandir avec vous. Offre professionnelle dans le réseau participant jusqu'au 15 novembre en LLD. Premier loyer 7 900 € hors taxe pour Hilux Extra Cabine Légende 9. Voir toyota.fr. France Inter aime La puce à l'oreille en direct au cinéma. La Comédie Française vient à vous pour un moment unique, demain à 20h15. Découvrez au cinéma le spectacle événement de la rentrée théâtrale. Une mise en scène jubilatoire de l'une des comédies les plus célèbres de Feydeau. Spectacle retransmis en direct de la salle Richelieu dans plus de 200 cinémas partout en France. La puce à l'oreille de la Comédie Française en direct au cinéma. Un événement France Inter. Le moment unique sur France Inter, c'est par Jupiter, bien sûr. Oh, vous en faites trop. Bien ouais, je sais. Non, c'est vrai, la raison. C'est pas faux. Il y a de ça. C'est vrai. Voilà. Merci Laetitia Gaillet. J'aime bien quand vous êtes flattés. On ne sait pas quoi dire, du coup, on est content. On a l'air con. Voilà. Oui. Ça change pas. Bah, ça change pas d'habitude, alors on va y aller tout de suite. Merci Laetitia. 9h dans le bureau de Par Jupiter. 9h dans le bureau de Par Jupiter. Wow, Charlie, c'est quoi cette voix? C'est trop classe. Si je vous dérange, vous me le dites. Non, on t'adore la voix off, tu fais un super boulot, hein, mais je me suis dit que c'était peut-être le moment d'établir la parité dans les voix off. Ouais. C'est moi la voix officielle de l'émission. Oui, je sais, et t'es parfait, vraiment. Mais tu sais, la direction veut féminiser un petit peu l'antenne, alors tu vois, 9h03 dans le bureau de Par Jupiter. Vachement bien cette nouvelle voix de Charlie. Elle est mieux même. Ouais, j'avoue, presque sexy. Attends, vas-y, continue pour voir. Toute l'équipe décide de diversifier les voix off en proposant une voix plus jeune. Mais je suis pas vieille, enfin vieux. Plus suave aussi. Quoi? Elle est pas assez suave, ma voix? Non, plus langoureuse. Vous m'aimez plus, hein, c'est ça. Ça fait à peine quelques semaines qu'on travaille ensemble et je suis déjà plus rien pour vous. Non, mais non. J'avoue que c'est un peu triste. Ouais, c'est vrai que c'est assez émouvant comme tu le dis là. Mais moi je savais pas que les voix off elles avaient des situations si précaires. Ah si, hein. On n'a pas tous la chance d'avoir un CDI à la Gaumont. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Voix off chez Hanouna, bande-annonce pour une campagne pour les Républicains, de la pub pour les lessives. Non, mais non, t'inquiète pas, on va pas te laisser tomber comme ça, on faisait juste un essai. Moi j'aimais bien ta voix douce, Charline. C'est vrai, elle ressemblait à Anna Mouglalis. Oh, la voix d'Anna Mouglalis. Ah, la voix d'Anna Mouglalis. Pardon? Bah ça, nous les voix,
On est tous amoureux de la sienne. Ah ok, je vois, ok, très bien, ouais. Bon, bah c'est moi qui vais faire la pub pour la lessive, c'est ça? Ouais. Bonjour la France Inter. Très bien. Bonjour la France Inter, je cherche encore, je n'ai jamais trouvé en réalité. Bienvenue dans la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour. Tant qu'il reste du Wi-Fi, il y a de l'espoir. Et voici le menu déroulant. Quand certains parlent de courants migratoires, de flux, de vagues et de submersion, ce sont plutôt les migrants qui ont les poumons remplis d'eau. Une écrivaine et un philosophe proposent de regarder les exilés en face, eux qui les hébergent d'ailleurs, et ça commence par le choix des mots. Dis donc, toi là-bas, comment tu fais avec tes indigènes? Travailler au pair pour apprendre le français. Est-ce que signer, c'est s'engager? Signer, c'est laisser une trace, contrairement à l'anonymat du manifestant noyé dans la foule. Mais signer d'un clic, est avant tout de l'activisme paresseux. Et lorsque c'est si simple, comment choisir ses combats? Pour la libération d'Abel Chemoul, prisonnier dans les geôles fascistes. On sait ce qu'on m'a dit. Avez-vous compris la fin de la série? Si elle laisse libre cours à l'interprétation, elle sort le spectateur de sa passivité. Si la fin est fermée et qu'elle ne laisse aucun doute, en seriez-vous soulagé ou frustré? La fin d'un spectacle, c'est comme la fin d'un amour. On a l'impression qu'on va perdre toutes ses petites habitudes. En plus, on retrouve plus facilement un amour qu'une bonne pièce. Et voici celui qui, comme nous, laisse libre cours à l'interprétation de l'actualité. Alex Vizorek, bonjour. Bonjour Charline Vanhoenacker. Figurez-vous que j'ai une belle équipe autour de la table. Il y a eu un petit suspense. Il y a eu le doute, c'est surprenant. J'aime bien parce que je suis un bon acteur. À 17h20, dans les boîtes échangistes de Paris, on l'appelle le Mirador, car il a tendance à s'assoupir sur le canapé. C'est vous, Pablo Mira, bonjour. Salut Alex, bonjour Charline. Ragondin-des-Prés. Alors aujourd'hui, je poserai plusieurs questions. Faut-il en faire plus face à l'hydre islamiste? Éric Zemmour est-il un genre de nouveau Héraclès sans masse musculaire? Peut-on cacher une dague salafiste dans une barbe de 3 jours? On y répond tout à l'heure. On est impatients et on se doutait un peu que vous alliez choisir ce sujet. À 17h30, celui qui va dénicher des gens qu'on ne penserait plus jamais trouver. Il a donc toutes les qualités pour intégrer la police écossaise. C'est vous, Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour à tous, je vais vous faire rêver aujourd'hui. Je suis allé au salon du séjour de luxe. Je vais vous parler donc écologie et voyage. 24 500 € par personne. Alors économie et voyage également. Très bien, et 17h40, notre chroniqueuse littéraire, celle qui consomme un demi-litre au 100, une pinte toutes les 100 pages. C'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonsoir. Pas mal, de quoi on va parler? Du plus gros auteur de polar vivant, gros évidemment, je veux dire grand bien sûr. C'est la taille du livre aussi. Je crois que je sais qui c'est. Et voici celle qui va changer le monde, du moins pendant 1 heure avec nous. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes Anna Mouglalis. Ah, la classe. Aucun doute. Charline Vanhoenacker. Trop de classe. Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Anna Mouglalis. Merci. Nous sommes très heureux de passer cette heure en votre compagnie et on peut passer aussi en votre compagnie un excellent moment devant Mademoiselle Julie, la pièce d'Auguste Strindberg, avec vous, avec Xavier Legrand et Julie Brochen qui d'ailleurs assure la mise en scène. C'est au Théâtre de l'Atelier. Notez bien, c'est du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. Théâtre de l'Atelier où s'est rendu Alex Vizorek pour vous voir. Mais oui, Charline, depuis la rentrée, vous m'avez envoyé dans beaucoup de théâtres. Vous m'avez semé beaucoup d'embûches, beaucoup de pièges. Vous en avez vu des bouges. J'en ai vu des bouges. Et j'ai demandé du coup aux invités de raconter l'histoire. Comme ça, voilà, le temps passe de la promotion. Voilà, comme ça, vous connaissez l'astuce, chers auditeurs et auditrices. Et effectivement, j'avais vu Art et puis j'ai vu Mademoiselle Julie. Franchement, c'est les deux meilleures choses que j'ai vues depuis la rentrée. Strindberg avec vous, Anna Mouglalis. Et je vais essayer donc de bien vendre la pièce. Du coup, j'ai une première question. Attention, ça c'est très très vendeur. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pièce sadomasochiste? Oui. Bah oui. C'est vendeur, hein, comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est un ring, voilà, une espèce de combat. Le sexe est au cœur de la pièce. Mais il y a eu des mises en scène qui appuyaient beaucoup là-dessus. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a toujours la possibilité de l'amour entre les deux personnages. Si c'est joué vraiment comme un combat perdu d'avance, bon, c'est dommage que ça dure 1h30. C'est quand même le championnat du monde du pervers narcissique, les deux. Non.
Non, je suis pas complètement d'accord. Non, parce que en fait, les deux se cognent surtout contre les conventions sociales. Et c'est pour ça que la pièce, elle est d'une actualité folle. Que ce soit, enfin, sur la lutte des sexes, parce que bon, il faut l'admettre, c'est quand même vraiment la guerre. Et la lutte des classes, ça continue. Surtout ça, parce que vous êtes maîtresse, pour garder les termes adaptés, et votre valet, vous avez envie de le séduire, parce que lui essaye de refuser au départ, parce qu'il sait que c'est peut-être pas une bonne idée, et puis pour finir, eh bien, se passe ce qu'il peut se passer. Vous dites que c'est d'une actualité folle, parce qu'après, évidemment, vous avez fauté, et donc il faut trouver une solution. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile, c'est plus possible, cet amour entre la lutte des classes? Vous voulez dire entre deux classes différentes? Oui, parce que je pense que c'est toujours compliqué. Non, vraiment, je pense que c'est toujours compliqué. De toute façon, le fait que le corps de la femme puisse lui appartenir, c'est encore hyper compliqué. Ça a vraiment pas beaucoup bougé. Alors, le corps de la femme peut lui appartenir? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, mais justement, en fait, c'est ce qui est incroyable dans cette pièce qui date quand même du 19e. C'est une pièce qui montre une femme désirante. D'ailleurs, alors ça a fait scandale, ça a été censuré, on y parle des règles. Non mais c'est incroyable parce que Strindberg, en plus, on en a fait un misogyne fini, alors que la pièce n'est pas ça. Il y a de la misogynie dedans, mais elle est folle, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est vrai que c'est un super beau rôle de femme. Il arrive après Ibsen, où les femmes avaient tendance à rester à la maison de poupées, ces choses-là. Ici, vraiment, elle se laisse pas faire. Alors, en revanche, elle n'a pas bien pigé la lutte des classes. C'est-à-dire qu'elle lui dit à un moment, ça doit être un terrible malheur, la pauvreté. Eh oui, mais elle lui dit ça au moment où elle comprend qu'il est en train de lui mentir. Parce qu'ensuite, elle dira qu'elle-même, sa mère, était roturière et pas du tout noble. Donc non, c'est génial. Et c'est jamais la même chose, parce que le texte est... Enfin voilà, il a des ressources infinies, parce que les deux personnages sont d'une intelligence égale. Donc c'est jubilatoire. C'est ça qui vous a donné envie, parce que j'ai regardé, vous êtes connu pour être une des grandes réussites du Conservatoire de Paris. Non, parce que moi j'ai pas mal d'amis de Florent qui ont fait le conservatoire, et c'est pas toujours facile après à cette étiquette-là, et vous avez réussi. Vous avez fait beaucoup de cinéma et assez peu de théâtre, et c'est pourtant vous étiez formé à ça. Est-ce que c'est parce que ce rôle-ci vous a donné vraiment envie de vous jeter dans... Là, c'est la première fois effectivement que je contacte même un metteur en scène pour lui demander de mettre en scène avec Xavier Legrand, parce qu'il avait fait son film aussi sur les violences faites aux femmes. On a eu envie et on est allé chercher Julie Brochen. Il est formidable. Peut-être un mot sur votre partenaire de jeu? Il est dément. Moi, je veux que ce soit mon partenaire dans tout ce que je fais, pas dans ma vie privée. Vous signeriez un CDI on va rejouer ensemble. Ça y est. Enfin, bon, il y a plein de choses de prévues. Il est extraordinaire. Il est d'une précision, parce qu'il a beaucoup plus d'expérience sur scène que moi, effectivement. C'est deux fauves dans une arène. C'est un match entre les deux. Après, il y a un troisième rôle qui la personne qui est humainement la plus acceptable pour nous spectateurs. La plus acceptable, bon. Ouais, j'ai trouvé. C'est pas contre vous, hein. Je sens qu'il y a une différence d'interprétation entre vous deux. Non, mais bien sûr. Il n'a pas vu le même spectacle. Non, bien sûr. Mais elle incarne, en même temps, elle cite comme ça des passages de la Bible, un petit peu tout le temps. Elle incarne celle qui se soumet aux conventions. alors que les deux autres vont se cogner contre les murs des conventions. Mais souvent, en fait, les Mademoiselles Julie qui ont été présentées, on les voit comme... déjà, elles se retrouvent dans une domination terrible, domination masculine, et puis là, comme c'est la fille du comte, elle n'a aucun droit. Mais on les représente la plupart du temps comme des filles introverties. Je parle de toutes les différentes Mademoiselles Julie. Et là, on s'est offert la liberté d'un personnage extraverti. Et je trouve que c'est encore plus violent quand elle se prend le mur des conventions. Et il se le prend, le mur des conventions, au théâtre de l'Atelier. Attention. Anna Mouglalis dans Mademoiselle Julie de Strindberg, mise en scène de Julie Brochen, qui est sur scène avec vous, aux côtés de Xavier Legrand. Théâtre de l'Atelier, j'ai dit. Je vais dans la traduction de Terje Sinding, parce qu'on cite assez peu les traducteurs. Trop. Et il faut leur rendre hommage. Sans eux... Non, c'est vrai. Et avant, il n'y avait pas de traduction directement du suédois. Il fallait passer par les traductions anglaises. Boris Vian a traduit à partir de l'anglais. Et c'était des versions expurgées, en fait.
Mitsuko sur France Inter. Ça nous enjaille toujours, ça, 17h22. C'est Anna Mouglalis qui nous accompagne pour Mademoiselle. Toutes les consonnes d'un coup, comme ça c'est fait. Faites un package. La Mouglalis. Faites un package. Tiens, la Mouglalis, on dit. Elle a rajouté 3 L. De là à l'oreille, il y a 3 L en plus. D'accord. Mais je ne ferai plus, monsieur. Juliette Binoche est avec nous jusqu'à 18h. Ah voilà, c'est plus facile à dire quand même. Alex, pour entourer Anna Mouglalis. Je vais me concentrer parce que sinon vous allez me reprendre au vol. Ça, c'est le Pablo Mira et Guillaume Meurice, Juliette Arnaud. Très bien. Il m'est arrivé de prendre le bus en France, de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu. Ah oui, le journal de presque 17h17. Ouais, ben n'empêche qu'on est en train de marcher vers la honte et puis qu'on y marche à pied. Et on commence par les titres. Angela Merkel et Emmanuel Macron se sont retrouvés aujourd'hui à Toulouse. Ils se voient régulièrement à Strasbourg. En 2007, ils ont inauguré ensemble la foire du livre de Francfort. Francfort, Strasbourg, Toulouse, clairement, Manu il fait un plan saucisse. Angela. L'Assemblée nationale décide d'augmenter le remboursement des frais d'hébergement des députés à Paris qui va passer de 900 à 1200 euros. C'est les mêmes députés qui avaient fait baisser les APL. Ah ouais. Ouais, je sais pas s'ils les occupent réellement les logements de fonction. En tout cas, ce qui est certain, que c'est pas les scrupules qui les habitent, les logements. Et les brèves. Ah, les brèves m'habitent, Charline. Mes deux passions. Oh là là. Oh la vache. Chic. On récupère les grosses têtes. Ne me jugez pas, j'aime bien Strindberg et les blagues d'Automne. C'est ma particularité. Commençons par l'émission d'Éric Zemmour sur CNews. Oui, il a parlé d'homosexualité. On l'écoute. Ah, on me dit dans l'oreillette que nous allons plutôt passer un message de protection sanitaire. Ah, très bien. Pour des raisons de bien-être et de non-propagande d'idées rétrogrades, Par Jupiter a décidé de ne jamais diffuser de son émanant de l'émission d'Éric Zemmour sur CNews. C'est plutôt une bonne idée. Très bien. Eh bien, sans transition, la mère voilée prise à partie par Julien Audoul, un élu Rassemblement National, a témoigné pour la première fois et déclare « Je tremblais de la tête aux pieds ». Et vous allez voir que dans l'émission ce soir d'Éric Zemmour, ils vont profiter pour dire que l'islam est la cause de la maladie de Parkinson. Oui, mais on l'entendra pas ici parce qu'on a décidé de ne jamais diffuser cette bouse. Et c'est la bonne idée. Ça m'arrange pas, moi. On enchaîne. En plus, ça m'arrange pas. Ça c'est comme ça. C'est tout. C'est la méthode belge, c'est le cordon sanitaire. On va faire du mime avec Guillaume. Écoutez. On va sur RTL. Pour la prix Nobel de l'économie, Esther Duflo. Oui, j'ai encore fourché. De l'économie. Je vous ai senti. Carpe diem, la vieille. On est les une équipe, auditeurs. Charline, on est ensemble. Oui. Vous, chez vous, chers auditeurs, j'ai senti que vous étiez en pleine empathie avec moi, donc je continue. Pour la prix Nobel d'économie, Esther Duflo. Les propos d'Emmanuel Macron, comme pognon de dingue ou premier de cordée, risquent de rendre les pauvres coupables de leur propre sort. Qui est ce français-là? Ah bah attendez, non, mais oui, on a eu le trophée Nobel là, de je m'en bats les trucs. Mais je rappelle Macron, il est champion de la Terre. Donc voilà, il devrait un peu baisser le ton. Très bien. Allez, selon un sondage, 2 salariés sur 3 admettent que leurs problèmes personnels ont un impact sur leur performance au travail. C'est ça, ça doit aller très très mal dans le couple de Christophe Castaner en ce moment. Sport, le footballeur brésilien Dani Alves est revenu sur son passage au PSG lors d'une... Oh là 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 là. Oh la journée. Bon, on vient de perdre 500 000 personnes d'un coup. L'inauguration. D'habitude, je fais comme si de rien. Mais là, je sais qu'à chaque fois, vous allez me tomber dessus. Non, mais c'est dur à prononcer. Footballeur brésilien. Dani Alves. Interview. Tout droit, moi je fonce tout droit. PSG, lors d'une interview, déclare: c'est une ville stressante. À Paris, ce sont des putains de racistes. Dani Alves, c'est lui qui s'affichait ouvertement avec le président Jair Bolsonaro. C'est lui. Alors apparemment, politiquement, il est aussi fiable que défensivement lors de la remontada du Barça en Champions League. Télévision. Oui, L'amour est dans le pré a une version belge. Et c'est encore meilleur. Ouais, comme toutes les versions belges. Toutes les versions belges, c'est pas faux. Donc je vous explique pas, Charline, vous êtes fan de l'émission. Et pour les autres, les agriculteurs reçoivent des lettres. Ils doivent choisir parmi celles qu'ils ont envie de voir. Eh bien, Jonathan, 25 ans, a reçu une lettre d'une Miss Brabant. Donc du coup, il est assez content. Et puis il a dit... Ce que raconte Elodie, c'est ça? Elodie, 20 ans, elle est passionnée par les choux. Elle aime voyager, mais elle n'a jamais voyagé. C'est pas...
J'adore, c'est vraiment comme Belgique, une femme qui aime les voyages, mais qui n'a jamais voyagé. Je trouvais ça rigolo. Ouais, moi, je trouve ça attendrissant. Il faut essayer. Vous n'avez pas de cœur, visiblement. Non, mais je trouve ça Vous êtes un monstre. mais c'est difficile. Je sais pas quand on n'a pas essayé. Je préfère Eric Zemmour sur CNews. J'en fais une. Des brèves. Un trafic de croquettes démantelé grâce notamment au flair de la brigade canine. Tu m'étonnes qu'ils étaient motivés, les chiens policiers. Si un jour il y a un trafic de pastis, les policiers humains vont être efficaces aussi. Allez, une dernière. Et la Belgique remporte le championnat d'Europe de citrouille avec une citrouille de 1013 kg. N'ayez pas le seum, les Français, puisque sans conteste, vous êtes champion d'Europe du plus gros melon. Voilà. Et moi derrière, j'ai choisi un sujet sur les migrants. J'ai très bien fait. C'était une très bonne idée. Anna Mouglalis avec nous. On va en profiter. Il est 17h27 à Nantes déjà. Et on va parler d'un philosophe et d'une écrivaine qui accueillent des réfugiés et qui proposent de regarder l'immigration en face. Et en face, ça veut dire aussi par les mots employés. Les partisans du rejet nous parlent de flux, de courants, de vagues, de submersion migratoire, quand ceux qui se noient, les poumons remplis d'eau, eux, sont des réfugiés. Le noir. Je l'ai vu dans son jardin. Attends, Fabienne, de qui tu parles là? Les voisins, le noir. Enfin, tu pourrais t'exprimer autrement quand même. Enfin, tu comprends pas? J'ai vu le noir, le voisin. Oui, j'ai très bien compris, je te remercie, mais justement, c'est ça que je te reproche. Enfin, bon sang, ne le fais pas exprès, quoi. J'ai vu le noir, monsieur le noir. Je l'ai vu dans son jardin, tu vois de qui je parle? Oui, voilà, monsieur le noir. Plutôt que le noir, je préfère ça, oui. Bon, bah alors, monsieur le noir, plutôt que le noir, si tu veux, creuse un trou dans son jardin. Et alors? Et il creuse un grand trou dans son grand jardin. Et alors? C'est un malade. Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec dans Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2. C'est un article à lire dans Les Inrocks. L'écrivaine Marie Cosnet et le philosophe Mathieu Pot-Bonneville publient un livre qui s'intitule Voir venir sur la nécessaire hospitalité. Alors, ils accueillent des migrants et aussi ils prêtent attention aux mots qui sont employés. Donc, comme j'ai dit, ils ont remarqué effectivement qu'on parle de flux, de courants, de vagues. Pour ceux qui sont démagogues et nous disent qu'on est submergé, alors que ceux qui sont submergés sont quand même les migrants. Vous aviez prêté autant d'attention au vocabulaire employé. Nous, ce matin, on s'est dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Est-ce que tout le vocabulaire autour de ce drame humain, est-ce que vous le regardez avec acuité? Il y a un petit livre qui s'appelle La langue de la Ve République de Hazan. Qui est formidable, qui date déjà, mais pendant longtemps on parlait de la question palestinienne. Maintenant c'est devenu le problème palestinien. On voit bien qu'à une question il y a plusieurs réponses, à un problème il y a une solution. Ça semble être juste des mots, mais en fait les mots la parole est vraiment active, performative et elle conditionne complètement les gens. Donc c'est à travers ces glissements de vocabulaire, on désinforme. Et c'est incroyable parce qu'on a tous été en fait complices des drames en Méditerranée. L'Europe a décidé de confier de l'argent en fait à la Libye. L'Europe ne peut pas confier de l'argent à un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Et plus personne ne sauve les migrants en mer. Alors, heureusement, SOS Méditerranée est reparti. Bon, il y a plusieurs associations qui sauvent des migrants en Méditerranée, mais qu'on empêche de travailler normalement. Et qui sont criminalisés aussi. Voilà, mais même les bateaux commerciaux sont normalement obligés, quand il y a un signe de détresse, d'aller secourir les gens. Ils ne le font plus parce qu'une fois qu'ils chargent les migrants à bord, ils le font. Mais une fois qu'ils se retrouvent avec les migrants à bord, il n'y a pas un seul port qui leur donne l'autorisation de débarquer, donc ils se retrouvent avec leur cargaison bloquée, donc ils ne s'arrêtent plus. Donc on laisse mourir les gens. C'est aussi ce que raconte donc ce philosophe et cette écrivaine en racontant qu'ils ont traversé les déserts, les mers, etc. Ils ont pris tous les risques et finalement c'est en Europe que c'est le plus difficile pour eux. Donc c'est ça, regarder en face pour eux. Je vous conseille vraiment de lire l'article dans Les Inrocks ou d'acheter le livre, bien sûr. Ils préfèrent parler d'exilés. Ils disent cela évite de couper l'humanité en deux, devoir partir de chez soi. Ça arrive souvent à plein de monde. Vous vous appelez Anna Mouglalis, vous avez des origines grecques, j'imagine. Oui. Donc c'est arrivé dans votre histoire familiale d'avoir un exil, un déracinement. Bien sûr, oui, ma famille vient de Grèce, elle a fui la guerre, elle est arrivée dans le sud de la France, elle est remontée jusqu'à Nantes, bien sûr. Mais je pense qu'on a tous des histoires, voilà, on a une population qui est magnifique parce qu'elle est métissée, parce qu'elle est riche de toutes les cultures qui se retrouvent. Et ça forme la culture française.
Vous avez vos papiers quand même Et non, mais même ça, il y a un jour, il faudrait se poser la question, quoi. Cette histoire des papiers, il faut relire Bernanos. Il écrit La France contre les robots. Il parle d'une époque où on n'avait pas besoin d'un passeport pour se balader. Non, mais accepter cette chose-là, les prises d'empreintes, la photo de l'œil, c'est ahurissant. Les gens qu'on arrête et qu'on met dans des centres de détention sont des gens qui n'ont pas commis de crime. Ils ont juste pas de papier. Vous allez finir chroniqueuse sur France Inter. C'est vrai. Je parle trop. Non, pas du tout. Pas du tout. Comme quoi, on a bien fait de choisir ce sujet avec vous. Et effectivement, vous choisissez les mots. Anna Mouglalis avec nous. À 17h32 aussi, sans transition, il est l'heure de passer la parole à celui qui, selon ses propres mots, n'est pas raciste, car il a voté pour Amel Bent en 2004 à la Nouvelle Star. C'est vous, Pablo Mira. Finale. Et Pablo, vous avez décidé de nous donner, une fois de plus, je dirais, votre point de vue sur l'islam. Ouais, ma louloute, il est grand temps de dire tout haut ce que tout le monde dit encore plus haut sur CNews, LCI et Sud Radio. Il y en a marre de l'islam dans ce pays. Un islam de la provocation, avec cet énième épisode au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et cette maman voilée qui a perturbé la séance en oubliant de perturber la séance. Comme 157% des Français, sa présence m'a profondément choqué. D'ailleurs, Charline, Julien Audoul, l'élu RN qui l'a interpellé, l'a très bien rappelé sur Twitter. Comment cette femme a-t-elle osé se montrer voilée quelques jours seulement après l'assassinat de 4 policiers à la préfecture de police? C'est intolérable. C'est quoi le rapport entre un voile et un attentat terroriste, Pablo? Parce que maintenant, il faut avoir un rapport pour stigmatiser l'islam. Non. Et dire que vous êtes payé avec mes impôts, Charline. D'ailleurs, mes impôts qui me servent moi-même à me payer. Pendant cette chronique, je gagne ou je perds de l'argent? Je suis perdu. Qui sommes-nous? Je ne sais plus. L'islam, pardon. L'islam est un danger public. Je vous rappelle que depuis 6 ans, 59 attentats ont été déjoués en France. 60 si on compte celui qu'on a évité en empêchant Alex de manger indien ce midi à la cantine. Alors, à défaut de pouvoir interdire cette religion, je pense qu'on peut au moins interdire le port du voile, car le voile tue. Si, vous avez vu les dégâts qu'il provoque sur la tonicité des cheveux. À chaque fois qu'une femme enfile un hijab, c'est un employé de Jean-Louis David qui meurt. Il faut donc lutter contre cette arme démoniaque. Sur LCI, Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, a déclaré que lorsqu'il voyait une femme voilée dans son bus, il descendait. Et il a raison. J'ai vécu la même chose moi le mois dernier. En revenant des Antilles, qu'est-ce que je vois dans mon A380? Une femme voilée. Je suis descendu de l'avion. Alors oui, je suis mort en sombrant dans l'Atlantique, mais au moins j'ai défendu mes valeurs. Donc stop au voile. Il faut le bannir, tout simplement. Alors Charline, je vous vois venir. Vous allez me dire, et les bonnes sœurs qui sortent dans la rue avec leur voile catholique là? Eh bien, je vous répondrai en 5 mots, Charline. La régie, coupez son micro. S'il vous plaît. 6e mot. Et quand on est poli, on respecte les règles où l'on est invité et on ne demande pas grand-chose. Nous, on demande juste que les musulmans français fassent l'effort de détester leur religion. Mais non, au contraire, les musulmans se radicalisent. D'ailleurs, j'invite les Français à signaler les musulmans radicalisés, également appelés les musulmans. En fait, c'est la même chose. Mais pour ça, il faut apprendre à détecter les signes de radicalisation. Par exemple, quelqu'un qui refuse systématiquement de parler français, un migrant, un nourrisson, un ours. Hop, signalé. Un collègue qui ne boit plus d'alcool, c'est également un signe. Moi, je vous dis, par exemple, je vois ce week-end, j'ai bu que de la badoie, et bien j'étais à ça d'acheter des babouches. Comme quoi, la radicalisation, ça va très vite, Charline. Soyez vigilants, donc, les amis, ils sont partout. Même ici, à Radio France, Charline, on a un des employés du service informatique qui a refusé de serrer la main à une femme. Encore un signe, vous voyez. Vous parlez de Thierry? Oui, Thierry, exactement. Oui. Pablo, mais il est aveugle, il voit pas quand on lui tend la main. Oui, bon, lui, il a de la chance. Mais on pourrait aussi parler de Chantal. La compta qui est complètement voilée. Mais c'est à cause de ça chez Mio, ça, Pablo? Bon. Allez, tout ça pour dire qu'un musulman radicalisé, c'est quoi? C'est un individu qui refuse de vivre comme un Français normal. Donc un musulman radicalisé, c'est un patron du CAC 40. Voilà. Pour conclure, tous les 6 mois, on a droit à des débats sur le voile, les musulmans de France, la place de l'islam. Des débats qui divisent les Français et entretiennent la haine de cette religion. Mais heureusement, les choses vont enfin changer, car grâce à l'arrivée de Zemmour en quotidienne sur CNews, le débat, ça va être tous les jours. Pablo Mira sur ces France Inter News, mais rassurez-vous, c'est terminé. C'est terminé, rassurez-vous. Revenons tout à l'heure avec Anna Mouglalis, qui est au théâtre de l'Atelier en ce moment, dans Mademoiselle Julie, d'Auguste Strindberg.
got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Judeo-Christianity, I never heard the words. Enemies for centuries until there was a third. In the ping pong match, guys inside, I was never gonna get ahead, 'cause I was looking in the mirror. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Diego Garcia, surrounded by the waves, lonely in the ocean, but in every other way, it was full of love. In the warmest better feeling. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. I didn't have your sympathy, but I knew where to start. Explaining to you patiently that the one who broke my heart would have broken yours. And throw the pieces in the river. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Vampire Weekend, Sympathie sur France Inter, programmation musicale Djoubaka. Nous sommes en compagnie d'Anna Mouglalis. Vous jouez ce soir, Anna Mouglalis? Oui. Vous allez au théâtre de l'Atelier jouer Mademoiselle Julie. Vous avez besoin de combien de temps pour J'ai besoin détendre avant? de 2 heures. Ah, de 2 heures. Très bien. Oui, vous regardez là. Hein. Ouais. Mais ça va, vous jouez à 21h. Exactement. Voilà. Et le dimanche à 15h, si vous n'habitez pas Paris, que vous passez par ici, vous avez cette chance, eh bien, c'est la pièce qu'on vous conseille, vraiment. Anna Mouglalis avec nous, et à vos côtés, Guillaume Meurice. Oui. Bah, écoutez, le ciel est voilé aujourd'hui. Alors calme-toi, Jean-Michel Blanquer. Repose cette polémique à la con délicatement sur le sol. Le ciel est voilé à cause de la pollution. Et si vous avez l'espoir que ça change, rappelez-vous que celle qui gère le problème, c'est Elisabeth Borne. Ah, voilà, on est bien. Hein, je vous rappelle qu'elle est quand même à l'Espoir, ce que Boris Johnson est à la Volvic. De toute façon, on le sait, le problème, c'est le pauvre. Le pauvre fait des enfants, le pauvre n'a pas les moyens d'acheter bio, le pauvre est sale. Regardez par exemple le technicien de France Inter, on est obligé de mettre une vitre. Voilà, parce que le pauvre se néglige, alors que le riche a une autre approche de la vie. Le riche est conscient de la beauté de la terre parce qu'il voyage, le riche. Moi, je le sais, je suis allé au grand salon des grands voyages. Alors, quand je vous dis grand voyage, c'est pas en caravane. Hein, on n'est pas chez les Lopez du 42, on est chez les Lopez du 42K par mois. Et quand je vous parle de luxe, on va en parler. On commence par les croisières où vraiment tout est prévu. Hein. Vous avez même la petite cerise sur le gâteau, c'est le verre de champagne à chaque repas pris à bord du bateau. Combien elle coûte cette croisière? Alors celle-ci, elle coûte à partir de 9 100 € par personne en cabine intérieure classique et on monte jusqu'à 12 972 € pour une penthouse suite. C'est un prix très raisonnable, sachant qu'on est en Paris-Paris. Mais avec un petit verre de champagne. Avec un petit verre de champagne à midi. Ah bah alors, on est pas bien là? Détendu de l'ISF? Allez, 10 000 boules les ronds dans l'eau. Et en plus, le niveau des océans monte, donc on pourra bientôt accoster directement au port de Chamonix. Et ça va vraiment être très cool pour le ski, c'est pratique. Alors, attention, je ne veux pas non plus minimiser la prise de conscience écologique du milieu de la croisière. Là, tout est quand même fait pour polluer au minimum. Comment vous faites pour polluer au minimum? Alors déjà, tout ce qui est les déchets à bord ne sont pas rejetés à la mer. Il y a tout un travail qui a été fait à bord, c'est compacté, c'est broyé, c'est pas rejeté. Voilà, ça c'est quand même sympa. Ça c'est quand même hyper sympa. C'est un bel effort pour l'écologie. Ils foutent pas toute la merde dans l'océan. Et ça vaut une médaille. Je tiens d'ailleurs à signaler que moi aussi je fais énormément d'efforts pour l'écologie, puisque je ne verse pas mon huile de vidange dans le bain de mon neveu. Et avec ça, je chope pas le prix Juliette Binoche. Ça ne peut rien comprendre. Et les croisières vont encore plus loin dans l'écologie. Ensuite, au niveau de la vitesse, le bateau va calculer sa vitesse de façon à essayer de consommer le moins possible. Et puis après, j'allais dire, c'est tout. Enfin, après, là, à bord, il n'y a pas non plus excessivement de pollution en plus. Enfin, il n'y a rien de complémentaire. Bah attendez, c'est déjà énorme. C'est incroyable d'être aussi écolo. Ils crament pas du carburant pour le plaisir. Ça, c'est quand même assez génial. Alors oui, il y a du dioxyde de soufre, des particules fines. Oui, ils les rejettent dans l'air. Mais j'ai vérifié, il n'y a aucun problème. J'ai vérifié avec Sibeth Ndiaye. Elle a même ses gosses qui vivent directement dans une cheminée de bateau de croisière. Elle dit aucun souci, ni pour les compagnies, ni pour un autre monsieur écolo qui fait régulièrement le tour du monde. C'est vrai que je ne prends plus
de sacs plastiques. Je ne laisse plus le robinet couler. Donc on peut dire que vous voyagez partout autour du monde, mais que vous ne laissez pas couler l'eau quand vous brossez les dents. C'est vrai que je suis très voyageur et j'aime beaucoup la voiture aussi, donc c'est vrai que c'est un problème personnel. C'est perso, il n'y a pas de problème, on a le droit d'aimer brûler du pétrole, c'est chacun ses goûts. Moi je suce de l'uranium par exemple, j'adore ça. Je suis comme Édouard Philippe. Non, Édouard Philippe il suce le lobby de l'uranium. Mais c'est presque pareil, on ne juge pas, c'est chacun ses goûts. Alors en parlant de goût, parlons d'une belle initiative d'un aventurier. Il a décidé de monter un voyage inouï, unique, le voyage d'une vie. Qu'est-ce que c'est que ce voyage d'une vie, Croisière aérienne en avion privé de 22 jours, tour du monde. Là on y est. Là on est sur un truc intéressant, un tour du monde en jet privé. Franchement, on n'est pas bien là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre Non mais c'est vrai que c'est important. Vous avez déjà essayé d'approcher un ours blanc? Ils sont vachement agressifs ces cons-là. Alors qu'en avion, c'est tranquille, on les voit de haut, c'est parfait. Sinon, vous risquez de perdre la tête. On dirait Julien Audoul devant un couscous, un ours blanc quand c'est vraiment bien énervé. Alors en avion, aucun risque. D'ailleurs, allons voir celui qui a inventé directement le concept. Pour arriver à ce genre d'expérience, on a besoin d'un avion privé. En règle générale, on reste 3 jours à chaque escale. Mais est-ce qu'on a vraiment le temps de découvrir le pays ou l'endroit alors en 3 jours? Ah oui, on a un concentré en fait. On va faire en sorte que vous allez découvrir exactement la même chose que ce que vous découvririez si vous faisiez ce voyage sur une période plus longue dans le même pays. Je sais même pas pourquoi vous vous faites chier à faire des voyages de 15 jours pour parler avec des gens et découvrir leur culture, putain. Vous n'avez pas discuté avec des Esquimaux? Ils ont même pas Instagram, les Esquimaux, qu'ils en ont rien à foutre. Vous arrivez en jet, vous prenez 2 photos, vous repartez, on s'en fout. Arrêtez de culpabiliser et arrêtez de penser écologie tout le temps. Je vais même vous dire, est-ce qu'on est sur un voyage écolo? On est plus que sur un voyage écolo, puisque plus que ça. Un voyage écolo signifie généralement qu'on va compenser l'émission de carbone. Nous, on va économiser du carbone à la planète parce qu'on a accaparé un avion qui ne vole pas en attendant qu'on le reprenne. Mais donc on est dans un voyage ultra écolo. C'est un voyage ultra écolo puisqu'on consomme moins de kérosène que si on en consommait plus. Et ça, c'est vraiment, on est sur de l'écologie radicale. Il n'y a pas de doute, l'humanité est prête pour son dernier voyage. Super, merci Guillaume Meurice. On s'est bien amusé. 17h44 sur France Inter en compagnie d'Anna Mouglalis. On va vous soumettre cet autre sujet qui passionne Guillaume. Alors c'est bon sujet. Il a le poignet facile. Alors attention. Est-ce qu'il suffit de signer une pétition pour s'engager? Oui. Est-ce un activisme paresseux que de signer pour les dauphins des îles Féroé entre un tweet et une commande de sushi? Cela dit, la signature laisse une trace, contrairement à notre anonymat au milieu d'une foule de manifestants. Si l'engagement ultime c'était de signer une pétition, le prix Nobel de la paix serait effectivement attribué chaque année à Juliette Binoche ou Guillaume Meurice. Je signe tout, moi, des 2 mains, des 2 pieds, en cursive, en gothique, en caractère d'imprimerie. Je signe la Somalie somalienne. Je signe Wurtembourgeois de Vladivostok à Gibraltar. Francis Blanche, dans des pissenlits par la racine, film de Georges Lautner, dialogue de Michel Audiard. Nous avons trouvé ce sujet dans le tout nouveau magazine La Croix, qui a effectivement approfondi le sujet par rapport aux autres sur signer une pétition et s'engager. Alors déjà, signer une pétition pour le Kidam et signer une pétition quand on a de la notoriété, c'est peut-être pas pareil. Quand vous signez une pétition, vous regardez à 2 fois si toutefois vous en signez, Anna Mouglalis. J'en signe. Oui. J'en signe... Après, c'est La Croix, mais on ne nous demande pas d'être des anges non plus. C'est le début d'un engagement. Je trouve assez intéressant de sortir de l'anonymat. Et il se trouve que certaines, change.org, a quand même des résultats. C'est-à-dire que ça devient une façon aussi de communiquer. C'est devenu un média, en fait, à part entière. Ouais. Moi, il y a plein de choses dont j'aurais pas entendu parler, et grâce à ça, je suis au courant. Donc oui, je signe. Et quand d'un coup ça s'emballe sur change.org, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Ouais. Alors par exemple, contre la loi travail, il y a eu 1 300 000 signatures, ça n'a rien changé, mais avec 400 000 signatures de soutien à Jacqueline Sauvage, elle a obtenu une grâce présidentielle. C'est pas directement lié, mais ça joue. Ça joue. Après, il y a aussi, quand on est une personne un peu plus publique, on peut signer des tribunes
C'est-à-dire qu'on vient apposer sa signature sur un texte en fait qu'on reconnaît. On dit, j'aurais moi-même pu l'écrire et le signer. Oui, c'est ça, il faut l'assumer quand on ne l'a pas écrit, il faut être d'accord avec tout ce qui est dedans. Parce que ça laisse une trace. Exemple, Catherine Deneuve, par exemple, qui regrette aujourd'hui sans doute la tribune qu'elle avait signée. Je pense que si, elle l'a déclaré en tout cas. Ouais. Elle est revenue il y a 10 secondes sur sa parole, là, vraiment, pendant que... Et puis il y a aussi les pétitions dont les résultats doivent compter, parce que c'est une pétition officielle ou institutionnelle, par exemple pour ou contre la privatisation d'ADP. Je pense qu'on peut encore, on peut encore voter. Là, la signature peut vraiment peser. Est-ce que vous seriez encline à signer ce genre de pétition, à exprimer votre avis par là ? Je l'ai pas fait. Vous l'avez pas fait ? Non. Il est pas trop tard, là. Non, mais il y en a plein que je signe pas. Oui, vous hiérarchisez, vous choisissez vos combats. Bien sûr. Avec parcimonie. Même sinon, ça n'a plus de valeur. Voilà. Après, est-ce que je suis pour la fonte des glaces ? Non. C'est vrai. Vous avez signé une tribune contraire il y a 2 jours. Non, mais j'essaye de que ça ait du sens et de pouvoir derrière ouvrir des actions en fait. C'est ce que vous disiez au début, c'est une belle formule pour dire c'est le début de l'engagement, c'est le premier pas. Voilà, SOS Méditerranée. D'ailleurs, j'avais commencé moi avec une pétition puisqu'on les empêchait de bouger, que le bateau avait été confisqué. Ouais. Et là, ils sont repartis avec un nouveau bateau d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Ils ont besoin de 11 000 € par jour pour sauver les gens en mer. Et donc, c'est facile, c'est sur le site de SOS Méditerranée. Cher aussi une croisière. C'est une petite de croisière. Revenons à la littérature avec Juliette Arnaud. Si Don Winslow est un immense auteur de polar, il n'est pas exactement un libéral, un progressiste et encore moins un activiste. Sauf qu'entre-temps, Donald Trump est devenu président des États-Unis et Don Winslow, ça lui a fait un coup de calgon vénère. Chacun ses armes face à sa colère. Les élus démocrates tentent de mener une procédure d'impeachment. Ronan Farrow produit un livre pour expliquer la puissance de mise en silence détenue par des gens comme Weinstein, Epstein et Trump. Don Winslow, lui, écrit la suite et la fin de son chef-d'œuvre, La griffe du chien, qui avait été suivi de Cartel. Ce troisième s'appelle La frontière qui est entre le Mexique et les États-Unis, celle qui était un argument de campagne du candidat Trump. Un vraiment très grand, gros mur, chacun chez soi, les méchants à Juarez, les gentils à El Paso et 50 qui font 100. C'est à ça qu'on reconnaît un abruti, mais également un potentiel dictateur proposer des solutions simples à un problème complexe. C'est quoi le problème complexe ? C'est la guerre contre la drogue menée par les Américains depuis les années 70 et que Don Winslow nous avait brillamment et violemment raconté dans ses 2 premiers opéras, pluriel de opus opéris neutre, en s'attachant au pas, d'un flic de la DEA, Art Keller, qui avait fini par comprendre qu'en réalité, la guerre contre la drogue avait surtout été la guerre contre le communisme. Quel fut le résultat de la guerre contre la drogue ? Une réussite totale. Grâce à des milliards investis, le communisme avait pris sa baffe et les Américains ne se droguaient plus du tout. Je rigole. Non seulement les Américains se droguent de plus en plus, mais ils en meurent aussi de plus en plus. Avant, c'était les pauvres, c'était embêtant, mais voilà aussi, les pauvres sont pas bien malins. Maintenant, c'est aussi les riches et célèbres. Le seul vrai point commun entre Prince et Michael Jackson, c'est la cause de leur mort, un cocktail à base d'opioïdes. Art Keller avait buté à la fin de Cartel, le numéro 2, le patron du cartel du Sinaloa, qui dans le livre s'appelle Adán Barrera, en vrai c'est très clairement El Chapo, sauf qu'avant, Barrera avait eu la riche idée de relancer la production d'héroïne pour répondre aux labos pharmaceutiques américains et à leurs nouveaux antidouleurs ultra addictifs. Et puis le principe de l'hydre, c'est que tu penses lui couper la tête et qu'il y en a 1000 qui repoussent. Face aux 1000 têtes, Art Keller, lui, devient le patron de la DEA. À Washington, donc, qui s'apprête à accueillir le nouveau président que dans le livre, il appelle John Dennison, mais très clairement, c'est Donald Trump. Et au lieu de chercher à buter les 1000 têtes, Keller se dit qu'il est en situation, puisqu'il est à Washington, de combattre ceux à qui profite l'argent de la drogue, dans les banques, dans l'immobilier, et qui dit immobilier dit Trump, sa belle famille, ses beaux amis et ses beaux bâtiments. Don Winslow y va très franchement, il écrit « Si John Dennison est élu, le cartel vient d'acheter la Maison Blanche, la frontière vient d'être franchie. Breaking news pour ceux qui étaient dans le commun, John Dennison a été élu. Et si ce livre fait plus de 800 pages, c'est que Don Winslow est un écrivain aux épaules massives, apte à mener plusieurs
plusieurs intrigues qui finissent toutes par se retrouver. On part de Washington, on va au Mexique, mais aussi au Guatemala et au Costa Rica. On suit des flics de New York, des enfants fuyant les bidonvilles du Guatemala pour atterrir dans des camps de migrants pour mineurs aux États-Unis. Et puis, une bande qui s'appelle Los Hijos, c'est-à-dire les fils des anciens patrons de cartel, aussi flippants que leur père, aussi riches, et tous décidés à devenir le nouveau El Chapo. Et Hart Keller, ce vieux cow-boy fatigué, anciennement républicain, très clairement républicain, de dire, et je le cite, « Le problème de la drogue au Mexique n'est pas le problème de la drogue au Mexique, c'est le problème de la drogue en Amérique, c'est nous les acheteurs. » Tiens, on dirait du Pablo Escobar. Mais je continue. « Nous devons légaliser toutes les drogues et consacrer notre temps, notre argent et nos efforts à combattre les causes de notre consommation de drogue. » Tiens, on dirait d'une Sinsémia. Eh ben non, c'est juste le dernier Don Winslow. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, où est-ce qu'il est publié ? Alors, il est chez HarperCollins et le traducteur Bien joué. s'appelle Jean Esch et ça s'appelle La Frontière. Merci Juliette Arnaud. Vous pouvez réécouter la chronique en podcast, bien sûr, si vous nous prenez en cours d'émission. Nous sommes en compagnie d'Anna Mouglalis qui va aborder avec nous ce dernier sujet avant de partir au théâtre de l'atelier, se mettre dans le personnage. Oui, vous avez encore un peu de temps. Mademoiselle Julie de Strindberg. Qui les doute se laisser aller à regarder une série pour se laisser prendre la main sur le chemin de la narration. Sauf que certaines séries comme Lost ou Twin Peaks proposent une fin qui oblige le spectateur à sortir de la passivité. Une fin qui pousse à l'interprétation. Alors certains en sortiront frustrés, d'autres au contraire enthousiasmés par la réflexion. La fin ouverte, c'est aussi ce qu'on appelle, attention, l'esthétique de l'incomplétude. Démonstration. Et où est-il ? Je sais pas. Je vais partir. T'es libre, je sais. Et où vas-tu ? Oula. Excusez-moi, monsieur le projectionniste, il y a une bobine qui a sauté, on est direct au générique là. Mais non, c'est la fin là. Ah ouais. Putain, ça m'a remué moi, c'est social. C'est nul. Ah, c'est nul, là. Extrait du Palmacho. Alors, c'est un article que nous avons trouvé dans les pages pensées de Télérama, ce qui vous place le niveau. Mais on a trouvé ça intéressant. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans Mademoiselle Julie, mais on ne dévoile pas la fin, pour ceux qui ne connaisseraient pas l'histoire. L'incomplétude d'une fin de série ou d'une fin de film, est-ce que c'est de nature à vous enthousiasmer, vous frustrer ? Est-ce que ça dépend de l'œuvre ? Je vois ce que ça veut dire, mais je vois pas en quoi ça peut exister. Une fin qui laisse ouverte, qui laisse un Voilà, non mais c'est dans les, je sais pas, les films d'Anneke, enfin dans plein de films. Ouais. C'est comme si on demandait. Tous les films ou toutes les séries ne sont pas des romans de gare. Avec une fin bien nette. Il y a aussi, c'est superbe d'ailleurs dans cette industrie, il y a aussi des séries qui sont un petit peu plus poétiques ou artistiques. On va pas demander à un poème d'avoir une réplique centrale et une conclusion ferme. La poésie, ça se conclut pas. D'ailleurs, ça s'arrête jamais. Et ça vous est déjà arrivé d'aimer ou de détester une œuvre parce que la fin ne vous aurait pas plu ? Moi, il y a le spectacle de Pablo, clairement, comme ça. Mais bon. Mais il n'y a pas de fin. Non, c'est arrivé, oui, que j'ai pu trouver ça décevant. Effectivement, parce que ça pouvait fermer mon imaginaire, ou certaines fois, on sent, mais même dans des grands romans, certaines fois, on sent que l'auteur est déjà en train de finir. Bon, voilà. Oui. Mais autrement... non, généralement, je dissocie pas trop les parties. Mais vous êtes plutôt équipe, je suis d'accord avec la fin des Sopranos. Mais alors, malheureusement, j'ai pas vu la fin des Sopranos. Non, mais bon, alors, je vous raconte. Pas très bonne. Alors, voilà, elle est aussi forte que moi en série, donc ça va bien. Mais non, mais j'en vois pas. Mais c'est vrai que sur cette histoire parce que j'en ai vu un petit peu, et le fait qu'on tienne comme ça le spectateur en lui disant attention, on va te raconter un truc, tu vas voir, et que ça passe au générique. Cette espèce de principe, moi, m'énerve beaucoup. Passons il y a une chute, j'espère, à ce sketch. Toujours en fin d'émission, Anna Mouglalis, nous proposons un sketch à l'invité pour qu'il joue avec nous. Alors, on vous a mis dans votre propre rôle, il y a toujours un lien avec l'actu. Peut-être vous avez entendu que le théâtre du Châtelet allait lancer son propre parfum, qui s'appelle Acte 1, qui sent un petit peu l'odeur que devrait sentir le théâtre. Eh bien,
boîte de com, dirigée par Charline et Guillaume, vous a engagé parce qu'ils ont d'autres odeurs à vous proposer. Bon, Anna, bienvenue dans la team Paris sent bon. Ouais, alors nous on fait la pub de Paris à travers ses odeurs. Hein. Bah oui, Paris c'est le luxe, la mode, le parfum. Ouais, mais là, c'est pas que ça. Bon, Anna, alors je vais pas te mentir, t'étais pas notre choix numéro 1 sur la liste. Ah bon? Mais il y avait qui? On avait d'abord pensé à Patrick Balkany. Voilà, mais pas dispo. En fait. Il fait une pause carrière. Voilà, donc si Balkany est pas dispo, normal, on se retourne vers toi, quoi. Merci beaucoup, vraiment. Alors, notre premier produit, c'est le parfum d'une salle de spectacle. Pléiade? L'Olympia? Non, le point virgule. Le quoi? Ouais, c'est un petit théâtre de 85 personnes là où on peut vendre 160 places. Voilà, c'est une fragrance plutôt sauvage et populaire, on va dire. Hein? Mais ça sent bon? Alors, on est sur des nuances de calembour et de porte qui claque. Ah, mais ça veut rien dire, pardon, ça. Oui, c'est une pub pour du parfum, quoi. Donc, ouais, alors voilà le texte. Alors attention, vous êtes prêtes? Allez. Alors à vous, musique. 10 camions? Quoi? Pouette. Je suis une femme comme les autres. Je fais tourner les serviettes. Quelle odeur? Mon parfum? Point virgule. Paris. C'est excellent, c'est exactement ce qu'on cherchait. C'est super, ça marche tellement bien. On va te proposer une autre fragrance. Là. Oui, alors c'est un truc bien parisien. Hein. La Tour Eiffel? Non, ça s'appelle Ligne 13. Ah, vous êtes sûr? Certains, l'odeur du métro, c'est une Madeleine de Proust pour les Parisiens. Ouais, on est sur des nuances collées serrées de gens qui claquent, tu vois. Ouais. Ah ouais, quand même. Bon, bah allons-y. Ouais, alors voilà le texte. Allez, à vous, musique. Éloignez-vous du quai. Approchez-vous de moi. J'aime la sueur. Le bruit du strapontin. Pardon, laissez-moi sortir. Regardez-moi. Mon parfum. Ligne 13. Paris. Oh là là, c'est exactement ce qu'on cherchait. Bon, allez, une dernière fragrance à te proposer. Ah ouais, ça va être quoi maintenant? Les toilettes de TGV? Non, c'est bien mieux. C'est le lieu parisien où vont toutes les stars. C'est quoi? Voilà. Par Jupiter? Non, on est plus sur un lieu d'échange et de partage. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est le club libertin Les Chandelles. Quoi? Ouais, on est sur des nuances talons aiguilles et le pot qui se touche, quoi. Oui, bon, bah, j'ai compris. Voilà le texte, musique, allez hop. Vous êtes qui? Pardon, c'est pas vous que je cherchais. Vous êtes une femme? Pardon, monsieur. Pardon, messieurs. Laissez-moi seul, si vous pouvez. Mon parfum? Chandelle. Paris. Oh putain, on va faire un carton. Là, si vous n'avez pas de l'emploi avec ça. Merci Anna Mouglalis, on a passé un excellent moment avec vous et on invite tous nos auditeurs qui ont la chance de pouvoir passer par le théâtre de l'Atelier du mardi au samedi à 21h ou le dimanche à 15h. Allez vous voir dans Mademoiselle Julie de Strindberg, mise en scène de Julie Brochen, avec elle sur scène, Julie Brochen, Xavier Legrand, recommandé chaudement par Alex Vizorek, donc vraiment n'hésitez pas. Merci beaucoup Anna Mouglalis. Merci à vous. Merci les amis, on va se retrouver demain bien sûr. Nous recevrons le romancier Olivier Guèze qui a dirigé un ouvrage sur les dictateurs. La France de toute éternité a toujours été du côté des dictateurs. MMA, interruption spéciale. Situation tendue à Vesoul. Non, juste deux associés qui montent une entreprise. Mais imaginez que l'un décède, que deviennent ses parts, l'autre va perdre le